l'invité de France Info ce matin, donc c'est Jean-Marc Falcon, directeur général de la police nationale, avec Jean-François Killy et Guy Birenbaum. Bonjour Monsieur Falcon. Bonjour. Et la première question, c'est pour vous, Jean-François. Alors cela fera une semaine ce soir que la France était attaquée par les terroristes au Stade de France et au cœur de Paris. Et une centaine d'heures plus tard, Jean-Marc Falcon, je dirais presque à peine une centaine d'heures plus tard, la police, le raid, intercepté, neutralisé à Saint-Denis ce deuxième commando avec à sa tête Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé. Première question, Jean-Marc Falcon, quel type de renseignement aura été décisif ? C'est une somme de renseignements qui aura été décisif dans cette enquête. Vous savez que dès le soir, le procureur de la République a saisi la SDAT, antiterroriste, avec la DGSI et la brigade criminelle de Paris. Donc c'est la somme de l'ensemble de ces services par une enquête extrêmement rapide qui concerne en peine de témoignage, une enquête de fond, une enquête de renseignement, une enquête de police scientifique aussi qui a permis d'identifier un certain nombre d'auteurs de ces massacres de vendredi soir, qui nous a emmenés dans cet immeuble de Saint-Denis dans la nuit de mardi à mercredi, où nous avons décidé d'intervenir pour interpeller, neutraliser les occupants de cet immeuble, considérant que ceux-ci étaient des hommes ou des femmes extrêmement dangereux pour la sécurité de notre pays. Alors pour être précis, c'est le dimanche, le lundi, que des services marocains vous donnent l'information ? Des services nous ont donné des informations. Encore une fois, l'enquête aussi, le déroulement de l'enquête a permis de confirmer un certain nombre d'informations ou de renseignements qui nous avaient été fournis par des services français et autres, et qui nous ont amenés jusqu'en cet immeuble. Ça reste confidentiel, c'est ça ? Vous évitez peut-être de donner trop de détails ? Écoutez, vous savez, dans ce genre d'enquête, il faut d'abord, l'enquête judiciaire est sous l'autorité du procureur de la République de Paris, et puis en termes de renseignement, on travaille bien évidemment avec l'ensemble des services concernés, l'ensemble des services étrangers qui collaborent et qui participent avec nous. Voilà ce que je peux vous dire. Juste un détail, Delphine Godchot du service police-justice nous confirme à l'instant qu'effectivement Abdelhamid Abaoud a été vu, filmé par des caméras de la RATP. C'était vendredi à Paris. Jean-Marc Falcon, comment cet individu a-t-il pu circuler aussi librement sur notre sol et entre la Syrie et l'Europe et la France ? Écoutez, entre la Syrie et l'Europe, c'est tout ce qu'a démontré le ministre de l'Intérieur hier. C'est pour cette raison qu'il a demandé en urgence la réunion du JAI aujourd'hui à Bruxelles avec l'ensemble de ses collègues. En ce qui concerne sa présence sur le territoire national, aucune information de pays européens ou autres nous ont confirmé avant les faits la présence de cet individu sur le territoire français. Mais chez nous, alors, comment se fait-il qu'on puisse le voir à 22h14 sur une caméra de sécurité, pas très loin du métro à Montreuil ? Bien parce qu'il était, si on l'a vu et s'il est prouvé que c'est lui, parce qu'on a demandé effectivement à l'ensemble des enquêteurs de visionner toutes les caméras vidéo de la capitale pour justement, ça fait partie de l'enquête, parce que notre objectif c'est aussi de vérifier, et l'enquête devra le démontrer, le parcours de ces individus, au-delà de celui-ci, le parcours de ces individus sur le territoire national et sur la capitale pour permettre de savoir ce qu'ils ont fait avant et éventuellement ce qu'ils ont fait pour certains d'entre eux après. Mais vous, Monsieur Falcon, vous êtes la police nationale. Quelles sont les relations que vous avez avec la DGSI, la DGSE ? À quel moment on vous prévient que cet individu est là ? Vous le savez à quel moment, par exemple ? On l'a su le lendemain ou le surlendemain des événements, en termes des enquêteurs. Donc en même temps que vous êtes prévenu par la DGSI, en temps réel ou quasiment ? Comment ça se passe ? Oui, tu sais, on se travaille tous ensemble, DGSI, Direction Générale de la Police Nationale, service de la Préfecture de Police, et on échange au quotidien et tous les jours avant les attentats, de façon générale, et quand un attentat se produit et juste après l'attentat, il y a une vraie collaboration entre l'ensemble des services. Personne ne joue personnel, et d'ailleurs, ce serait très mal considéré, ce serait tout à fait inadmissible d'ailleurs. Guy Birenbaum. Quand on réécoute les déclarations des politiques après les attentats de Charlie et de l'hypercacher, on entend la coopération va mieux marcher, les services vont se parler, on va avoir des informations qui viennent de toute l'Europe et du monde entier, et puis finalement on se retrouve quelques mois plus tard et ça recommence.
Mais ça recommence parce que le niveau de menace de notre pays et de certains autres pays européens est très élevé. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur l'ont dit à plusieurs reprises et c'est une réalité. Et la preuve, hélas. Donc on ne peut pas considérer qu'une enquête ou un attentat est dans l'état actuel de la posture de l'EI pour solde de tout compte. Donc incontestablement, les services travaillent. Les services travaillent d'abord les services français avec les services étrangers. Et donc c'est ce qui ressort, c'est ce que je crois qu'il faut retenir. Il faut retenir, comme l'a dit tout à l'heure M. Achilli, c'est quelques heures après les attentats, on a quand même réussi, grâce à une enquête poussée, grâce aussi aux renseignements français, aux renseignements étrangers, etc., à remonter, comme on dit dans notre jargon, les équipes, à les neutraliser et en interpeller certains. Vous évoquez les services au niveau international, ils dysfonctionnent, même le ministre de l'Intérieur le reconnaît aujourd'hui, au niveau européen notamment, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas. De votre point de vue, vous êtes vous à la tête de la police nationale. Oui, non, mais ça ne marche pas assez, c'est pas assez poussé, c'est pas assez intégré. Le ministre l'a dit hier lors de son point de presse, il l'a dit très clairement et il a donné les raisons qui l'ont poussé et qui l'ont motivé à demander ce jail aujourd'hui à Bruxelles avec l'ensemble de ses collègues pour permettre que les services de renseignement échangent davantage et pour qu'enfin on puisse avoir en Europe le PNR. Alors Jean-Marc Falcon, qu'est-ce qui va se passer dans les heures, dans les jours qui viennent? Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres perquisitions, d'autres interpellations? J'imagine que ces perquisitions, ces interpellations se poursuivent. Est-ce qu'on a une idée du volume de ce qui a été produit depuis les attentats? Produit en termes de... On a encore fait des interpellations, des perquisitions hier. Comme on dit dans le jargon, on ferme toutes les portes, on ouvre d'autres portes. Toutes les on fera des interpellations encore en nombre si l'enquête permet d'identifier un certain nombre d'individus qui ont pu participer de près ou de loin à ces attentats, ou des individus qui pourraient éventuellement perpétrer des attentats sur notre territoire dans les jours ou dans les semaines à venir. C'est à redouter. C'est à redouter, hélas. On craint la présence encore d'autres équipes, si je puis dire. On n'est pas à l'abri d'avoir sur notre territoire d'autres équipes, ou bien des équipes faisant partie de la première, celle de vendredi soir, ou bien d'autres équipes complètement indépendantes de cette première équipe qui a tapé vendredi soir. Et c'est pour cette raison que l'ensemble des services sont mobilisés pour pouvoir essayer à travailler en amont. Je rappelle que quand même depuis le printemps, 6 tentatives d'attentats ont été déjouées et il ne se passe pas de semaine sans que la SDAT ou la DGSI interpelle au petit matin des individus suspectés de passer à l'acte. Parce que Jean-Marc Falcon, de ce qu'on peut en dire, Salah Abdeslam est toujours dans la nature. On ne sait pas où il est. Est-il en France? Est-il en Belgique? A-t-il quitté l'espace Schengen? Ça reste un mystère ou... Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin? On peut absolument rien en dire ce matin sur la situation exacte géographique de cet individu. Il était certainement en France et à Paris dans la nuit de vendredi à samedi. Il a quitté le territoire national. Est-il revenu? Je suis dans l'incapacité de vous le dire aujourd'hui. Monsieur Falcon, on les a vus à l'œuvre, vos hommes, ces derniers jours, et en particulier là tout récemment. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une nouvelle forme, une nouvelle pratique, une nouvelle génération de terrorisme. Il y a des ceintures d'explosifs, ce qu'on n'avait quand même jamais vu. Est-ce que vous avez le sentiment, même si vous êtes évidemment très entraîné, est-ce que vous êtes vraiment préparé à ça? Écoutez, oui, je dis oui en toute humilité, nos hommes sont entraînés, sont préparés à ça, et le RAID notamment, puis une unité d'élite de la police nationale qui, elle, intervient, s'est préparée à de nouvelles formes d'expression de terrorisme. Jusqu'à maintenant, on avait affaire à des gens armés de Kalachnikov qui tiraient, qui savaient tirer. On a affaire à de vrais guerriers. Et incontestablement, on s'était préparé aussi à avoir des personnes munies de ceintures d'explosifs qui l'ont démontré au Bataclan notamment, et qui l'ont démontré dans l'intervention à Saint-Denis. Pourquoi l'intervention de Saint-Denis sans ceinture d'explosifs? Elle aurait duré beaucoup moins longtemps. Avec ceinture d'explosifs, on a pris des dispositions pour se protéger, pour protéger aussi l'environnement de l'immeuble. Votre doctrine d'intervention, elle évolue à chaque fois, c'est ça l'idée? Bien oui, elle évolue à chaque fois au vu de ce qu'on peut retirer en benchmarking de ce qui se passe dans les autres pays aussi du monde, parce qu'on se sert aussi, on utilise aussi
c'est l'expérience de nos collègues et on essaye aussi, autant que faire se peut, avoir un coup d'avance par notre entraînement et la recherche d'interventions plus fines et dans le cadre de nouvelles formes de terrorisme qui se traduisent maintenant par des ceintures d'explosifs, hommes et femmes d'ailleurs, puisque, à l'instar d'autres pays du monde, on arrive et on a constaté qu'en France, en quelques jours, on avait affaire à des gens qui n'hésitaient pas à le faire. Vous avez adressé une note à tous vos directeurs il y a quelques heures pour autoriser désormais les policiers à, hors service, porter leur arme. Est-ce que vous pouvez nous préciser les conditions précises de ce genre d'intervention ? Bien sûr, les policiers de la police nationale portent leur arme pendant le service et peuvent, de tout temps, porter leur arme quand ils sont en repos cyclique, c'est-à-dire entre deux vacations. Bien. Ce qui était interdit, c'est lorsqu'il partait en congé ou lorsqu'il prenait des congés récupérateurs de plusieurs jours, ils devaient laisser leur arme au service. L'expression faite par l'ensemble des services des fonctionnaires de police ont demandé dans la situation actuelle de pouvoir porter leur arme dans cette dernière condition. C'est ce que le ministre de l'Intérieur a autorisé hier matin et ce que j'ai décliné dans les services aussitôt. Avec brassard ? Le brassard est recommandé pour qu'il n'y ait pas de doute en cas d'intervention. D'accord. En cas d'intervention, mais ce n'est pas une condition sine qua non. La condition, c'est que les fonctionnaires de police peuvent porter leur arme maintenant personnelle en tout temps, en tout lieu. Mais ça marche pareil, par exemple, pour les sommations. Imaginons, on est dans une situation qui ressemble à celle des terrasses, et puis il y a un policier en civil qui est là, il a son pistolet, il est en face de ces terroristes. Est-ce que toute la procédure aussi, sommation avant de tirer, etc., tient, ou est-ce que non, là, ils ont autorisation d'y aller ? Non, la police nationale n'est pas soumise aux sommations. Les fonctionnaires de la police nationale est soumise aux règles du code de procédure pénale, le code pénal, c'est-à-dire la légitime défense. C'est-à-dire que lorsque le fonctionnaire... Qui a été assoupli. Non, c'est les règles de droit commun. Pardon. Qui n'est pas sur le point d'être assoupli. Oui, on travaille à un nouveau texte qui nous permettra d'avoir un droit de suite. Mais pour l'instant, le droit positif, c'est les fonctionnaires de police doivent respecter le cadre de la légitime défense, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser leurs armes en service ou hors service dans les nouvelles conditions, si leur propre sécurité est mise en danger ou pour défendre d'autres personnes qui se trouvent autour d'eux. Une dernière question, Monsieur Falcon. Est-ce que vous avez le sentiment que notre relation, à nous, les citoyens, a changé avec la police aujourd'hui, après ces événements-là, avec la police nationale, avec la gendarmerie aussi, mais avec les forces de l'ordre en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose de différent ? Déjà, on l'avait constaté après les attentats du mois de janvier. On le reconstate après ces attentats où la police est intervenue. Que les unités, y compris les unités qui ne sont pas des unités d'élite, BRI ou RAID, sont intervenues et il y a un contact avec la population. On le constate à travers nos réseaux, à travers le retour que nous avons. Incontestablement, les Français, nos concitoyens prennent conscience que la police nationale est aussi là bien évidemment là pour les protéger, et surtout dans des situations aussi dramatiques. Voilà, et surtout parce qu'on vous a vu, Jean-François. Juste un mot, Jean-Marc Falcon, tout petit, la COP21 arrive, événement majeur avec 137, Fabienne, chef d'État présent sur notre sol, et toutes les délégations. Dispositif, j'imagine, à la hauteur de l'événement. Oui, déjà avant les attentats, un dispositif important avait été prévu. Bien évidemment, ce dispositif va être renforcé au moment de la COP21 et notamment lorsque les 137 ou 140 chefs d'État ou de gouvernement seront présents à Paris ou sur le territoire et au Bourget. Bien évidemment, on prend ce dossier avec beaucoup de prudence et on va mettre les moyens pour permettre qu'elle se passe dans les meilleures conditions de sécurité. Merci beaucoup, merci Jean-Marc Falcon, invité de France Info ce matin, merci Jean-François et aussi Guy Birenbaum.